Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce live avec le professeur Fischer sur le sujet de la vaccination. Je voulais dire quelques mots simplement pour remercier le professeur Fischer d'avoir répondu positivement à notre invitation pour ce webinaire à destination des professionnels de santé qui pourront donc dans l'heure qui vient à la fois écouter et poser toutes leurs questions au professeur Fischer. Rappelez peut-être en introduction que le Grand Est a été un territoire particulièrement touché par cette crise du Covid, et ce depuis les derniers jours de février de l'an dernier, avec le tsunami connu dans le territoire et la mortalité, hélas, qui en a suivi, beaucoup de stigmates de cette période. Une seconde vague également avec une ampleur importante et dont on n'est jamais vraiment sorti, puisque la situation dans le système de santé du Grand Est est restée en tension depuis l'automne dernier, avec une pression hospitalière qui se maintient encore aujourd'hui à des niveaux élevés. Et puis peut-être pour finir, rappeler qu'aujourd'hui encore, le territoire est particulièrement touché, puisque 3 départements sur les 10 du Grand Est sont en vigilance renforcée, avec, et le professeur Fischer le sait bien, la spécificité de la diffusion du variant sud-africain sur les territoires de Moselle. Et aujourd'hui, une présence forte et une dynamique forte également de l'épidémie sur le territoire dans le département de l'Aube. Alors la vaccination, dans ce contexte, c'est clairement un espoir de sortie de crise sur le territoire. Elle s'est engagée rapidement. On a eu une très bonne réponse dans les EHPAD qui ont été vaccinés depuis le début du mois de février. Aujourd'hui, c'est plus de 7%, 7,3% de la population du Grand Est qui est vaccinée contre le Covid. Plus de 400 000 personnes, un peu plus qu'en proportion sur le reste de la France. Et parmi ces personnes vaccinées, environ 20% sont des professionnels de santé. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que parmi eux, certains restent à convaincre, d'autres se posent des questions. Et monsieur professeur Fischer, nous vous remercions de prendre l'heure qui vient pour pouvoir les écouter et répondre à leurs questions. Je vous remercie. Je nous souhaite collectivement un bon webinaire et je redis à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser leurs questions sur le chat et le professeur Fischer y répondra dans le courant de l'heure qui suit. Merci de votre attention. Alors, merci de votre accueil et je suis tout à fait désireux de partager avec vous toutes les connaissances possibles, toutes les questions que l'on peut se poser autour de la vaccination dans le contexte de la pandémie que nous vivons tous. Et vous avez rappelé le fait que votre région a été particulièrement touchée, et ceci depuis le début. Donc effectivement, la vaccination est la lumière au bout du tunnel, et nous avançons dans le tunnel vers la lumière, je précise. Il n'y a pas d'autre solution réaliste à la sortie de crise pandémique, même si il participe quand même, bien sûr, le respect des mesures barrières et les nécessités qu'il faut parfois prendre de limitations supplémentaires de contact entre individus. Et il participe modestement, peut-être un peu plus à court moyen terme, je l'espère, des thérapeutiques. Mais c'est vraiment la vaccination qui permet d'envisager que dans les mois qui viennent, on arrive à sortir de cette situation. Donc, on peut peut-être commencer pour rappeler brièvement en introduction que grâce à une mobilisation exceptionnelle du monde scientifique, mais aussi industriel, financière et politique, il a été possible de mettre au point, dans un intervalle de temps jamais vu dans l'histoire de la médecine dans le passé, des vaccins, puisqu'en un an, plusieurs vaccins ont été mis au point. Et ce n'est pas au prix d'une situation où on aurait contourné toutes les étapes nécessaires à la mise au point d'un vaccin, c'est-à-dire les étapes de conception, les étapes de test dans des modèles animaux, les essais cliniques, la production, la vérification, le contrôle de qualité des produits. Tout ceci a été fait comme il faut et vérifié à chaque fois pour chaque vaccin. Pour ce qui nous concerne, en Europe, la communauté européenne, par l'Agence européenne du médicament, qui donne une autorisation. Et quand elle donne une autorisation, je vous assure que c'est après
une série d'analyses extrêmement poussées avec des dizaines et des dizaines d'experts, qui examinent ces dossiers. Donc il y a aujourd'hui 4 vaccins qui ont reçu une autorisation de cette agence. 3 sont disponibles et 1 pas encore. Donc je vous rappelle que les 3 disponibles sont les 2 vaccins dits à ARN, parce que le matériel qui sert pour la vaccination, c'est de l'ARN, qui permet la fabrication dans le corps, une fois que le produit vaccinal a été injecté, d'une protéine du virus, qui s'appelle la spike, qui est une protéine très importante pour l'infection et pour la réponse immunitaire. Donc ces 2 vaccins, Pfizer et Moderna, sont disponibles depuis en gros fin décembre, début janvier, et s'y est ajouté tout à fait fin janvier pour ce qui nous concerne, un 3e vaccin qui est le vaccin fondé sur un principe d'adénovirus, c'est-à-dire d'un vecteur viral qui porte un peu du matériel génétique du virus, j'entends le virus SARS-CoV-2, et qui est aussi injecté par voie intramusculaire. Donc ça fait 3 vaccins disponibles. Il y a un 4e vaccin qui, hier, a reçu l'autorisation de l'Agence européenne du médicament, qui est le vaccin de la société Johnson & Johnson, qui est également fondé sur un adénovirus. Donc c'est la même technologie que celle du vaccin AstraZeneca. Mais donc ce 4e vaccin, nous devrions en disposer en avril ou au mois de mai, c'est pas encore tout à fait clair, et ça sera évidemment une bonne nouvelle que de pouvoir disposer d'un vaccin supplémentaire, donc ce qui veut dire de doses supplémentaires, puisque, comme chacun le sait très bien, le facteur limitant de la vaccination, ce sont le nombre de doses disponibles. Et pour l'instant, on est encore loin du compte de pouvoir vacciner tous les Français, comme d'une manière générale, d'ailleurs toute l'humanité. Le problème se pose à une échelle encore plus importante. Donc les vaccins, ils ont été testés de façon, je l'ai dit, très rigoureuse, en particulier dans des essais cliniques. Et la très bonne nouvelle qui a commencé à tomber en décembre dernier et qui s'est poursuivie en début d'année 2021, c'est le degré d'efficacité de ces vaccins qui s'avère excellent. Pour les vaccins Pfizer et Moderna, une efficacité de protection contre la maladie supérieure à 90% a été montrée, et ceci concerne en particulier les formes graves, les hospitalisations et les personnes âgées. Dans un premier temps, nous n'avions pas de résultats aussi convaincants, entre guillemets, concernant le vaccin AstraZeneca, parce que les essais cliniques donnaient un taux d'efficacité un petit peu inférieur à cela, mais information capitale qui provient des données de vaccination, comme on dit, en vie réelle, c'est-à-dire après les essais cliniques, et qui provient de Grande-Bretagne, parce que les Britanniques ont commencé à vacciner avec le vaccin AstraZeneca dès tout début janvier. Et par exemple, les premières données britanniques dont nous avons disposé sont celles venant d'Écosse, où des résultats de l'efficacité de la vaccination de plus de 1 million d'Écossais ont été fournis, montrant que le vaccin AstraZeneca était aussi efficace, mais exactement aussi efficace, un très bon niveau, par exemple pour prévenir les hospitalisations, que le vaccin de Pfizer, et avec une nouvelle supplémentaire qui était essentielle, c'est qu'en plus ce vaccin est efficace non seulement dans les âges de la vie où il avait été testé initialement, c'est-à-dire entre 18 et 65 ans, mais aussi chez les personnes âgées au-delà de 65 ans, jusqu'à 80 et 85 ans. Et ces données écossaises ont été confirmées depuis par des données venant d'Angleterre, donc un peu plus au sud de la même île, et qui vont exactement dans le même sens. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité, nous disposons de 3 vaccins équivalents en termes de protection à l'égard de la maladie. Alors, se pose immédiatement, et de façon surtout dans votre région, la question des variants. Alors, la question principale des variants, c'est le variant dit britannique, donc qui a émergé apparemment en Grande-Bretagne et qui aujourd'hui est le variant qui prédomine très très largement en France, à l'exception de la Moselle, comme cela a été dit, mais partout ailleurs en France, c'est le variant britannique qui représente 60, 70, 80, voire plus % des cas. Et ce variant est plus contagieux malheureusement que la souche initiale, c'est pour ça qu'il s'est sélectionné, et ce qui explique certaine recrudescence de la pandémie actuelle en France, de l'augmentation donc du nombre de malades hospitalisés relativement jeunes et de malades hospitalisés en soins intensifs. Mais à l'égard de la vaccination, le point extrêmement important, c'est que aussi bien les vaccins à ARN que le vaccin AstraZeneca, adénovirus, est efficace de façon absolument identique à l'égard de ce variant comparé aux souches originales. Donc il n'y a pas de perte d'efficacité de vaccin. Ensuite se pose la question, et elle est évidemment pertinente pour le Grand Est et spécifiquement la Moselle, qu'est-ce qui se passe pour le variant dit sud-africain,
qui comporte des mutations supplémentaires qui font qu'il il échappe un peu à l'immunité naturelle. C'est-à-dire que des gens qui ont fait une infection par le Covid et qui ensuite ont été réinfectés par ce virus-là, ont pu faire pour certains une seconde infection. C'est ce qui a été décrit en Afrique du Sud, et avec un variant très similaire qui est observé au Brésil, notamment en Amazonie, dans la ville de Manaus. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'égard de ce variant ? Nous n'avons pas des informations complètes à ce jour. Nous savons que les vaccins à ARN conservent une assez bonne efficacité, selon une information indirecte, qui est le taux d'anticorps dit neutralisant, donc a priori les anticorps les plus efficaces, qui est taux d'anticorps présent dans le sérum de sujets vaccinés, qui diminue un peu par rapport au titre d'anticorps, au taux d'anticorps dirigé contre la souche initiale du virus, mais qui est encore assez bonne. Nous n'avons pas ce type d'information à ce jour pour le vaccin AstraZeneca. En termes d'efficacité clinique de protection pour ces vaccins, en fait, on n'a pas de données précises pour l'instant. Il y a eu une toute petite étude qui a fait un peu de bruit, trop de bruit parce qu'elle ne signifie pas grand-chose, concernant le vaccin AstraZeneca en Afrique du Sud, testé chez 2000 jeunes Sud-Africains, où l'efficacité de protection contre la maladie est faible, mais, et heureusement pour eux, ce sont des sujets jeunes, il n'y avait pas de forme grave, et donc on ne peut rien dire sur les formes graves, alors que l'on sait qu'un vaccin peut être relativement peu efficace contre des formes bénignes, et curieusement, l'être tout à fait contre les formes graves. Et donc on ne peut pas dire, c'est très important à avoir en tête, que le vaccin AstraZeneca n'est pas efficace sur le variant dit sud-africain, on n'a juste pas l'information. Et à noter que dans un modèle animal, le moins mauvais modèle animal de la maladie Covid que nous ayons, qui est chez le hamster, qui fait une pneumonie grave lorsqu'il est infecté, eh bien, si on vaccine les hamsters avec le vaccin AstraZeneca et qu'ensuite on l'infecte avec le virus dit sud-africain, le hamster est parfaitement protégé. Donc évidemment, on ne peut pas tout à fait extrapoler de ces données à l'homme, mais enfin, cela donne l'espoir que ce vaccin soit aussi quand même efficace sur ce variant. Dans l'attente, et puisqu'il y a incertitude, puisque nous ne savons pas ce qu'il en est à l'égard du vaccin AstraZeneca et du variant dit sud-africain, il a été décidé, comme vous savez, que pour les habitants de la Moselle, ils bénéficient systématiquement d'une vaccination par les vaccins ARN, et même qu'ils aient une vaccination accélérée, avec un plus grand nombre de doses qui ont été transmises, pour permettre au plus vite de limiter les conséquences de l'infection par ce virus-là. De fait, depuis une quinzaine de jours, l'incidence de l'infection globalement est en légère diminution en Moselle, et on n'observe pas de dissémination dans les départements voisins de ce variant. On le trouve un peu, mais pas en très grande proportion, et il n'augmente pas. Donc les choses, en tous les cas, pour l'instant, ont l'air circonscrites à l'égard de l'infection par ce variant, mais bien sûr, il faut rester vigilant. Mais en tout état de cause, donc aujourd'hui, en termes plus généraux, les vaccins sont indiqués pour toutes les personnes sans restriction aucune âgées de plus de 75 ans, comme vous le savez, évidemment en particulier dans les maisons de retraite, mais là la quasi-totalité, aujourd'hui 86% à l'échelle de la France, des personnes résidentes ont été vaccinées. La vaccination est recommandée sans aucune réserve pour tous les professionnels de santé, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions. Et pour des raisons pratiques, c'est le vaccin AstraZeneca qu'ils reçoivent essentiellement pour l'instant. Et puis, enfin, la vaccination est recommandée pour les populations prioritaires âgées de plus de 50 ans et avec comorbidité, ça représente entre 50 et 75 ans, 4,5 millions de Français. Donc ce sont toutes ces populations, au total à peu près 12-13 millions, qui sont aujourd'hui prioritaires. Ce sont les plus fragiles, plus les professionnels de santé, et il est impératif qu'ils puissent être vaccinés. Et donc, encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur l'efficacité de ces vaccins, que ce soit un type ou l'autre, c'est la même chose, avec la toute petite réserve de la situation de la Moselle. Ensuite, se discute la question des éventuels effets secondaires.
qui est un sujet d'actualité relative. Il y a 2 points concernant, enfin il y a 3 points. Un point concernant les vaccins ARN, qui est un risque très faible, mais pas tout à fait nul, exceptionnel, d'accident dit anaphylactique, donc de chute de tension artérielle, qui survient environ 1 fois sur 100 000. Ça survient immédiatement, c'est ça qui impose de surveiller pendant 15 minutes les sujets qu'on vient de vacciner avec ce type de vaccin. Ça survient essentiellement chez des personnes qui ont des antécédents de choc du même type et qui ont avec eux, des personnes qui ont avec elles, en permanence, des stylos injecteurs d'adrénaline, parce que c'est le bon traitement de cette situation. C'est exceptionnel, mais il faut quand même le connaître et savoir réagir si jamais un tel accident devait survenir. Il y a quelques accidents de tachycardie ou d'hypertension artérielle qui ont aussi été signalés. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, il y a un effet secondaire qu'il faut évoquer, bien sûr, et une question qu'il faut discuter. L'effet secondaire qu'il faut évoquer, c'est la survenue relativement fréquente chez les sujets jeunes, uniquement chez les sujets jeunes, pas les sujets au-delà de 45-50 ans, d'une espèce de syndrome grippal, mais qui n'est pas une vraie grippe, bien sûr, il n'y a pas d'infection, avec de la fièvre, des frissons, mal de tête, les gens ne sont pas bien, ça dure 48 heures et ça passe. Alors c'est très désagréable, mais ce n'est pas grave. Et ça peut être surtout atténué par la prise de paracétamol, médicament qu'on a tous l'habitude de prendre quand on a la grippe, en commençant ce traitement juste avant l'injection et en répétant la prise toutes les 6 heures, comme cela doit être avec ce médicament. On ne fait pas disparaître les symptômes, mais on les atténue, on les rend tout à fait tolérables et on rejoint ce qui se passe avec beaucoup d'autres vaccins. Et voilà, ça c'est sur le point de ces syndromes pseudo-grippaux qui ont créé un peu d'émoi chez les jeunes professionnels de santé et qui, à cause de cela, certains expriment une certaine réticence à la vaccination. Franchement, il n'y a pas de raison, surtout quand on réfléchit à l'importance de la vaccination pour tous les professionnels de santé, pour des raisons qu'on pourra rappeler tout à l'heure si vous le souhaitez. L'autre point qui est d'actualité, c'est l'alerte survenue à propos d'accidents thromboemboliques survenu d'une part en Autriche, puis au Danemark, enfin avec un décès en Autriche et au Danemark, et observé chez des personnes qui avaient reçu antérieurement un vaccin AstraZeneca, d'où la question de savoir si est-ce que ce vaccin n'est pas capable de provoquer une complication aussi grave. Donc évidemment, c'est une question importante. Les éléments de réponse que l'on a aujourd'hui sont assez clairs. Il y a 30 cas qui ont été signalés et étudiés de près par l'Agence européenne du médicament et entre autres avec l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, qui participe à ces travaux. Et il faut savoir que 30 cas pour à peu près 5 millions de personnes vaccinées dans la communauté européenne, ce n'est pas plus que le nombre de cas d'accidents thromboemboliques qui surviennent, comme vous le savez, chez tout un chacun, enfin plutôt des personnes âgées, mais parfois malheureusement des personnes moins âgées. Ce ne sont pas des complications, des maladies exceptionnelles, et il n'y a pas d'augmentation de nombre. Donc ce qui suggère qu'il n'y ait a priori pas de relation de cause à effet, même s'il faut poursuivre l'analyse pour s'en assurer complètement, et ces cas sont étudiés en grand détail. Il faut noter qu'en Grande-Bretagne, où maintenant 10 millions de personnes ont reçu ce vaccin, de tels effets secondaires n'ont apparemment pas été signalés. Donc tout ceci est rassurant, même s'il faut rester, je le répète, vigilant, et a conduit à juste titre à ne pas interrompre la vaccination dans la plupart des pays, dont la France, et selon la recommandation et de l'OMS et de l'Agence européenne du médicament, il faut poursuivre cette vaccination qui est absolument indispensable compte tenu de son efficacité et dans un contexte où le rapport, comme on dit, entre le bénéfice énorme, je l'ai dit tout à l'heure, de qualité de protection par ce vaccin et ces vaccins en général, et les risques qui sont extrêmement faibles, est tel qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut poursuivre ce programme de vaccination dont on a rappelé avec vigueur, je dirais, l'importance pour sortir de la crise de la pandémie. Voilà, je vais m'arrêter là et bien sûr, je suis prêt à essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, j'ai une première question. Quelle est la place du vaccin AstraZeneca chez les personnes de plus de 75 ans avec beaucoup de comorbidités, par exemple résidant en EHPAD? Alors, compte tenu des résultats que nous avons récemment obtenus, enfin dont l'information est arrivée, notamment donc, venant de Grande-Bretagne, qui montre une équivalence d'efficacité parfaite entre les vaccins ARN et les vaccins AstraZeneca, il est tout à fait possible
d'utiliser le vaccin AstraZeneca chez des personnes âgées de plus de 75 ans et en EHPAD. Et cela d'ailleurs peut faciliter la vaccination puisque, comme vous le savez, les vaccinations en maison de retraite sont passées par un circuit assez compliqué lié à la logistique particulière des vaccins ARN qui malheureusement ont besoin d'être congelés, ce qui n'est pas le cas des vaccins de type adénoviraux. Et donc, ce sera peut-être une mesure de simplification que de pouvoir vacciner certaines personnes âgées en EHPAD, ou par exemple, on peut penser aux personnes qui doivent entrer en maison de retraite. Et il est important qu'elles soient vaccinées, et elles peuvent tout à fait l'être avec le vaccin AstraZeneca. Je rappelle que pour ce vaccin, il y a 2 injections prévues, la première et la seconde 12 semaines plus tard. Il est important de respecter ce délai parce qu'il donne les meilleurs taux d'efficacité. Alors pour les vaccins ARN, le délai est de 4 semaines, c'est très différent. Les mécanismes d'action probablement assez différents. 4 semaines d'écart, il faut respecter, il ne faut pas aller au-delà entre les 2 injections des vaccins Pfizer et Moderna. J'ai de ce fait 2 questions. Les IDE peuvent-ils vacciner sans présence médicale et peut-on retirer des vaccins en officine avec nos cartes professionnelles ? Alors, pour les IDE, pour l'instant, elles peuvent vacciner dans le cadre, par exemple, de centres de vaccination où il y a une supervision médicale, mais enfin, il y a un médecin et beaucoup d'infirmières qui vaccinent, donc il n'y a aucun problème. Ce qui n'est malheureusement pas encore le cas à la minute où je vous parle, mais j'espère bien que ça le sera rapidement, c'est qu'il y a une délégation complète du droit de vaccination aux infirmiers. Je pense que ce sera une très très bonne mesure qui est en discussion à la Haute Autorité de Santé, qui est en train d'être examinée, pour être plus précis, par la Haute Autorité de Santé, parce que bien sûr, cela permettra aux infirmiers, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très motivés pour vacciner, et c'est une très bonne chose, et de vacciner un peu partout, et notamment au domicile de personnes à mobilité réduite, ou bien en allant vers avec des systèmes d'unités mobiles, d'autobus, etc., auprès des populations précaires. Donc j'espère bien que ceci sera possible très prochainement. Alors, il y avait une question, peut-on retirer des vaccins avec sa carte professionnelle ? Non, c'est un tout petit peu plus compliqué quand même. C'est pas très compliqué, mais un peu plus compliqué. Il faut qu'un médecin, il passe commande auprès du pharmacien qui obtiendra les doses, et ensuite le médecin récupère les doses et organise, donc mettons une demi-journée, comme il veut, un certain nombre de demi-journées de vaccination avec les patients qu'il aura sélectionnés en fonction des critères de priorité que j'ai indiqués tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 40 000 médecins généralistes. Ce n'est pas encore la totalité, malheureusement, mais disons à peu près 2 tiers d'entre eux qui se sont inscrits et qui ont commencé depuis maintenant une dizaine de jours à vacciner ainsi. Dois-je vacciner ma maman de 93 ans, seule à la campagne, peu de déambulation ? Oui, même si a priori les risques donc, de contact sont limités, c'est mieux de la protéger, ça vous permettra de la rencontrer plus tôt que sinon. On va les protéger, on risque évidemment moins de lui transmettre la maladie, donc la réponse est clairement oui, il faut la vacciner. Des études ont-elles été réalisées entre EHPAD à fort taux de vaccination du personnel versus EHPAD à très faible taux de vaccination du personnel ? Non, je n'ai pas ce type d'information. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une hétérogénéité grande au niveau de la vaccination des personnels. Il y a sûrement des fluctuations d'un endroit à l'autre. Ce que l'on sait, c'est que malheureusement, il y a eu des clusters de Covid dans des EHPAD où on peut tracer le fait que c'est un personnel de santé qui a transmis le virus. Donc il faut à tout prix éviter ça. C'est juste pas possible que cela survienne encore. Et donc cela implique bien sûr un effort de vaccination poursuivi de telle manière que la grande majorité des personnels, des professionnels de santé, des personnels de santé, disons, qui travaillent en EHPAD, soient vaccinés et ne risquent pas de transmettre le virus aux personnes dont elles s'occupent. Une personne nous demande les références des études écossaises et anglaises. On vous les enverra. Oui. Une autre question. Une personne vaccinée par une dose de vaccin à ARN est retenue contact à risque d'un cas confirmé et est testé positif en RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé. Quid de la CAT pour sa vaccination ? Donc je pense que c'est un contact, donc une infection qui est survenue, si je comprends bien, au décours de la première dose, mais à un moment où cette personne n'est pas encore complètement protégée. Effectivement, la protection commence vers
J12, 12 jours après la première injection. Elle n'est pas d'ailleurs encore tout à fait complète et elle monte progressivement à 21 jours et au-delà après la seconde injection. Donc s'il y a eu infection après un premier vaccin, je pense qu'il faut arrêter la vaccination et prendre ensuite ce qui est prévu pour les sujets qui ont eu le Covid, c'est-à-dire d'attendre 6 mois et de faire une injection après. Donc pour cette personne, c'est plus de vaccin dans l'immédiat, mais dans 6 mois, lui refaire une injection du vaccin. J'ai une question sur la vaccination des femmes enceintes. La recommandation de la HAS est-elle effective sans validation de la direction de la santé ? In fine, effectivement, c'est le ministère et la DGS qui donnent les directives précises qui suivent dans l'immense majorité des cas les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Les choses peuvent changer concernant les femmes enceintes parce qu'il y a quelques études qui suggéreraient qu'elles soient un petit peu plus à risque que ce qui avait été observé initialement. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de modifier l'attitude, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'indication, mais il n'y a pas de contre-indication non plus pour une femme enceinte qui a une maladie qui justifie la vaccination. Il faut absolument la vacciner, mais c'est un point de vigilance. Il n'est pas exclu que ça change dans les semaines qui viennent. Est-il pertinent de lancer une vaccination AstraZeneca en entreprise à ce jour en Moselle, ou faut-il autant que possible réorienter vers les vaccins ARN ? Oui, pour les raisons indiquées tout à l'heure, pour ce qui est de la Moselle, donc spécifique que la Moselle sur l'Hexagone, c'est vrai aussi par ailleurs dans l'île de la Réunion et à Mayotte, mais c'est une autre discussion bien évidemment. Mais en Moselle, la recommandation est d'utiliser les vaccins ARN pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Donc évidemment, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que les personnes aillent en centre. C'est un petit élément de complexité, mais c'est mieux, ça permet d'apporter a priori une plus grande sécurité sur la vaccination compte tenu d'incertitudes. Encore une fois, ça se trouve, ça marcherait très bien, mais comme on n'a pas les données, c'est difficile de recommander quelque chose dont on ne connaît pas l'efficacité. Qu'en est-il des départements limitrophes de la Moselle ? Ne faudrait-il pas préférer aussi les vaccins ARN pour limiter la propagation du variant sud-africain ? C'est une bonne question qui a été longuement débattue, et elle est toujours d'ailleurs, qui est suivie de près. Mais ce qu'on observe, c'est que depuis le moment où il y a eu cette ascension rapide de la prévalence du variant sud-africain en Moselle, qui était associé à un taux d'incidence élevé et qui était croissant de jour en jour, la situation était assez différente dans les départements voisins. Et dans les départements voisins où il y a un petit excès de variants sud-africains par rapport au reste de la France, ce petit excès n'a pas bougé, il a parfois un tout petit peu diminué, et surtout l'incidence globale de la maladie n'a pas augmenté ou fluctue mais n'augmente pas, et donc il n'y a pas d'alerte particulière. Alors même que dans ces départements, on vaccine comme dans le reste de la France avec Pfizer et AstraZeneca, alors qu'encore une fois, en Moselle, c'est que le vaccin Pfizer. Donc il n'y a pas d'alerte particulière qui suggérerait que le variant sud-africain est en train d'infecter plus de monde dans ces départements. Donc tant qu'il en est ainsi, il est raisonnable de poursuivre la même politique que dans le reste de la France, c'est-à-dire l'utilisation des deux types de vaccins. Mais évidemment, c'est surveillé jour par jour. J'ai deux questions sur la vaccination par les médecins du travail. Les médecins du travail en entreprise sont parfois multisites et nous devrions pouvoir nous fournir largement en vaccin AstraZeneca. Par ailleurs, nous disposons de locaux, de personnel de santé, de protocoles de vaccination et d'urgence en cas de réaction anaphylactique. Quel dispositif prévu pour les médecins du travail ? Alors, les médecins du travail peuvent tout à fait vacciner. La difficulté, c'est l'approvisionnement des vaccins ARN pour les raisons que l'on connaît de logistique. Donc, je pense que pour l'instant, en tous les cas, le plus simple, c'est qu'ils commandent des vaccins AstraZeneca et donc qu'ils les administrent dans tous les lieux où ils exercent, que ce soit dans une entreprise donnée ou parfois, effectivement, vous l'évoquiez, des centres qui sont associés à plusieurs entreprises, multi-entreprises ou multiprofessionnelles, je ne sais plus comment on dit, mais en utilisant, parce que ça c'est simple, le vaccin AstraZeneca en liaison avec les pharmacies. Pour organiser la vaccination efficacement, il faut de la lisibilité sur les flux d'arrivée des doses et leur répartition entre vaccinants. Qu'en est-il à ce jour ? Écoutez, il y a globalement un accroissement progressif, c'était indiqué tout à l'heure
par votre directrice, de l'approvisionnement en vaccins, avec malheureusement de temps en temps des aléas, c'est-à-dire que des doses prévues n'arrivent pas tout à fait au nombre annoncé, ou des approvisionnements qui sont irréguliers. Par exemple, pour le vaccin AstraZeneca en mars, et globalement, il y a beaucoup de vaccins qui arrivent, de l'ordre de 3 millions, si je me souviens bien, mais il y a des semaines où c'est 250 000, c'est le cas de cette semaine, et la semaine suivante où c'est 1 million. Donc, ce qui est pas facile en termes de régulation logistique. Il faut s'adapter dans tout cela. Ce qu'on peut dire, c'est que donc en mars, globalement, en additionnant les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca, l'ordre de grandeur de doses qui est arrivé ou qui va arriver d'ici la fin du mois, c'est à peu près 8 millions de doses. Et en avril, ce qui est prévu, évidemment, il y a toujours une petite marge d'incertitude à partir du moment où on dit ce qui est prévu, puisqu'on a vu qu'il y avait des variations. On est plutôt aux alentours de 15 millions. Il y a une incertitude de savoir à quel moment le vaccin Johnson & Johnson, dont j'ai dit un mot au tout début, arrive. On l'espère au courant avril, mais ce n'est pas encore une certitude absolue. Donc il y a une idée générale et des adaptations fines, parfois difficiles, à faire semaine après semaine. Mais néanmoins, ça permet d'avoir une orientation, d'abord évidemment de continuer à vacciner toutes les personnes aujourd'hui éligibles, professionnels de santé, personnes âgées de plus de 75 ans, personnes avec comorbidité âgées de 50 au-delà de 50 ans, peu importe ensuite l'âge, et avec l'espoir, le fort espoir, compte tenu des livraisons et du rythme de vaccination ces jours-ci, que début avril, il soit possible de commencer à vacciner les personnes âgées de plus de 65 ans sans comorbidité, et avec l'idée évidemment de descendre encore en âge plus tard en fonction de l'avancée du programme. Je rappelle que l'objectif, disons premier, il y a plusieurs niveaux. La première étape, c'est d'arriver à vacciner un maximum de personnes vulnérables, donc celles qui sont le plus à risque d'être hospitalisées et éventuellement de décéder. En gros, 17 millions de Français devraient pouvoir, enfin en tous les cas ceux qui le veulent bien, et je pense que c'est l'immense majorité d'entre eux, parce qu'ils sont évidemment très conscients du risque, devraient pouvoir être vaccinés avant la fin du mois de mai. Et ensuite commencera une seconde étape qui est évidemment essentielle, qui est de vacciner le reste de la population adulte, donc en gros les gens âgés de 20 à 50 ans, pour dire les choses de façon en raccourci, au cours de l'été, et les préachats de doses de vaccins devraient le permettre. Donc, sauf difficultés inattendues de livraison, de production de vaccins, il peut toujours y avoir des aléas. Cette seconde partie du programme qui doit conduire à une vaccination de masse qui devrait permettre de voir la circulation du virus baisser très franchement et nous permettre de retrouver une vie normale, doit pouvoir s'effectuer cet été en France. Pouvez-vous rappeler le protocole de vaccination pour les personnes ayant eu la Covid ? Oui, donc pour les personnes qui ont déjà eu le Covid, on attend 6 mois et on fait après l'infection, et on fait une seule injection, parce que on s'est aperçu qu'après une seule injection, ces personnes produisaient des taux très très élevés d'anticorps, donc il y a un effet rappel de la vaccination sur l'infection, et que probablement c'est suffisant pour bien les protéger pour un bon moment. Donc c'est un protocole donc simplifié. Plusieurs centres de vaccination mosellans commencent à vacciner en AstraZeneca. Qu'en pensez ? Y a-t-il un risque de devoir reprendre un autre schéma vaccinal si une mauvaise efficacité sur le variant sud-africain est démontrée ? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est en situation d'incertitude à l'égard de l'efficacité de ce vaccin sur le variant sud-africain. C'est pour ça que, dans la mesure du possible, il est préférable dans l'immédiat d'utiliser les vaccins ARN messagers. Au pire, si quelqu'un a reçu le vaccin AstraZeneca et qu'il s'avérait, ce qui est loin d'être évident, mais imaginons qu'on apprenne que ce type de virus n'était pas si sensible que ça à ce vaccin, il sera possible de croiser les vaccinations ultérieurement. Il y a toujours moyen de faire de nouvelles injections avec d'autres types de virus. Mais dans la mesure du possible, pour l'instant, il vaut mieux effectuer en Moselle, uniquement en Moselle, j'insiste, pas ailleurs, pas dans vos autres départements, de vaccination en première injection avec des vaccins ARN, soit Moderna, soit Pfizer. Dans le dernier rapport de l'Agence du médicament anglaise, il est notifié 60 réactions anaphylactiques sur 20 500 personnes, dont 26 paralysies faciales. Que peut-on en penser ?
Non, il y a eu oui, je pense que ça correspond aux essais cliniques. Il y a eu une discussion autour du fait que ces vaccins donnent un excès de paralysie faciale, mais on s'est aperçu que non. Ça a été regardé très près par les agences comme l'ANSM en France, l'Agence européenne du médicament, etc. Il ne semble pas y avoir d'excès de paralysie faciale chez les gens vaccinés par rapport à la population générale. À nouveau, ça fait partie de ces maladies qui ne sont pas exceptionnelles et qui surviennent dans toutes sortes de circonstances. Et en ce qui concerne les chocs anaphylactiques, l'ordre de grandeur, les vrais chocs anaphylactiques, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est 1 pour 100 000. Il y a une question pour confirmer le délai d'injection entre les 2 doses. Est-ce 12 semaines ou 9 ? AstraZeneca, c'est mieux 12. Il a été d'abord préconisé 9 à 12, mais les données complémentaires venant d'une publication scientifique parue dans Lancet il y a quelques, je ne sais plus, 10 jours, mettons, à peu près, récent, montrent que c'est mieux de vacciner en termes d'efficacité à 12 semaines pour ce qui est de la seconde dose. Le taux de protection observé ensuite est un peu meilleur. Il est franchement bon, hein, au-delà de 80% et 90% pour les formes graves. Mais donc, il faut respecter l'intervalle de 12 semaines. Que penser de la Suisse et des États-Unis qui ont décidé de ne pas autoriser AstraZeneca ? Je ne sais pas. Il faudrait interroger leurs dirigeants. Il peut y avoir des aspects contingents de politique pour la Suisse, je ne sais pas. Pour les États-Unis, où clairement il y a eu un effort financier très important pour aider au développement d'un certain nombre de vaccins aux États-Unis, mais à ma connaissance pas l'AstraZeneca. Donc ils ont privilégié ensuite les vaccins qu'ils ont aidé à développer. On pourrait retourner la question et dire que penser de la Grande-Bretagne qui a décidé de vacciner massivement sa population avec le vaccin AstraZeneca. Je rappelle, 10 millions de personnes en Grande-Bretagne ont reçu ce vaccin sans dommages signalés. Donc je répète que ce vaccin, il est bon et il est toléré et on peut l'utiliser, même s'il y a un ou deux pays de ci, de là qui ne l'utilisent pas. Les autres pays européens l'utilisent et encore une fois la Grande-Bretagne massivement. A-t-on du recul sur l'efficacité du vaccin Pfizer si la deuxième injection est faite au bout de 6 semaines ? Plusieurs de mes patients ont eu leur deuxième dose au-delà de 4 semaines. On n'a pas beaucoup d'informations encore, forcément, parce que le recul, il est limité par définition. On a commencé à vacciner, et encore un tout petit peu fin décembre, disons globalement en janvier, et il en est de même dans les autres pays, même si les autres pays ont vacciné massivement. Les informations principales que l'on a, c'est d'Israël, puisque dans ce pays, qui sert un peu de laboratoire à l'échelle mondiale, on a vacciné déjà plus de la moitié de la population complètement, mais ils ont respecté strictement les délais. Donc je ne pourrais pas répondre exactement à votre question. Ce que je peux dire, c'est que, par exemple, sur une étude qui concerne la vaccination de 500 000 Israéliens, 600 000 Israéliens même, l'efficacité est absolument remarquable, avec plus de 90% d'efficacité sur tous les critères que l'on étudie, et donc dans un contexte où la seconde dose a été administrée entre 21 et 28 jours après la première. C'est l'espacement de doses qui a été proposé par certains pour permettre dans un premier temps de vacciner plus de personnes comporte un risque qui n'est pas facile à déterminer que de voir une vaccination un peu moins efficace. On sait que dans les données écossaises dont je parlais tout à l'heure, où il y a donc aussi une analyse de la vaccination par le vaccin Pfizer, on constate que, sachant qu'en Grande-Bretagne, ils ont tendance à retarder la seconde dose, que le taux de protection des personnes vaccinées par le Pfizer, qui est très très bonne à 4 semaines, diminue un peu à 5 semaines et diminue un peu encore à 6 semaines, alors qu'ils n'ont pas reçu la seconde dose. Donc c'est probablement pas optimal de faire cela. Donc il vaut mieux en rester, même si c'est pas dramatique, disons, il vaut mieux en rester à l'intervalle de 4 semaines. Les pharmacies devraient recevoir des doses de vaccins ARN messager en avril. Quelle sera la population ciblée pour ces doses ? Alors, pas tout à fait aussi simple que ça. Les pharmaciens, dès lundi, vont vacciner avec le vaccin AstraZeneca, et c'est une très bonne chose puisque ça permet de diversifier et augmenter les possibilités de vaccination avec plus de lieux où se faire vacciner assez facilement. Ça, c'est permis par le fait que ce vaccin se conserve encore une fois à 4 degrés, donc ne nécessite pas de mesures particulières de logistique. On peut envisager ensuite que les pharmaciens vaccinent aussi avec les vaccins ARN, plutôt le Moderna. Pfizer, il faudra être un peu plus patient, je pense,
parce que le vaccin congelé ne peut pas être conservé à la pharmacie, ça pose des problèmes trop compliqués de congélateur, mais par contre, il est possible de les conserver quelques jours à plus 4 degrés. Mais ça impliquera néanmoins une attention très particulière à la bonne utilisation de ces vaccins pour éviter de ne pas perdre de doses, puisqu'on va être dans des systèmes où la durée de conservation du vaccin est de quelques jours, là où elle est de plusieurs mois pour le vaccin AstraZeneca. Si le vaccin AstraZeneca s'avère inefficace contre le variant sud-africain, pourrons-nous être vaccinés par Pfizer ou Moderna si nous avons déjà été vaccinés par l'Astra? Oui, absolument, oui, bien sûr. Peut-on être porteur du virus une fois vacciné? Grande question, qui est celle de la transmission du virus. On sait qu'il y a des vaccins, c'est contre-intuitif cette affaire, mais on sait qu'il y a des vaccins, le vaccin polio, qui n'est plus trop un sujet, puisque heureusement la polio, grâce à la vaccination, a disparu de notre pays depuis longtemps, mais le vaccin polio, il protège contre la maladie, mais pas contre le portage du virus. Donc ça peut arriver qu'il y ait des vaccins qui ne protègent pas contre la transmission. Alors qu'est-ce qu'il en est pour le SARS-CoV-2 ? On n'a pas encore d'informations très précises à ce stade. Les données israéliennes auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, qui montrent qu'il y a une réduction très très forte des formes dites asymptomatiques, c'est-à-dire des cas détectés uniquement par la PCR, donc par la présence du virus, suggèrent qu'il y a un effet sur la transmission. Mais je pense qu'on ne peut pas encore crier victoire. Donc les données vont dans le bon sens. Alors, aurons-nous des livraisons de vaccins pour tous les professionnels de santé, car les premières livraisons étaient destinées aux professionnels de plus de 50 ans? Oui, depuis déjà maintenant un moment, c'est-à-dire depuis que le vaccin AstraZeneca est disponible, il n'y a plus de restriction d'âge pour les professionnels de santé, qu'un professionnel de santé ait 18 ans, ça peut arriver, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 65, bref, à tous les âges, il peut et il doit, je dirais, être vacciné. Et donc, le vaccin AstraZeneca le permet facilement. Voilà. Peut-on considérer qu'une personne vaccinée par une première dose avec AstraZeneca est correctement protégée 3 semaines après son injection, et ce jusqu'à la seconde dose? Oui. Le taux de protection qui a été montré dans les études est qu'entre J21 et J90, on a, à l'égard de la maladie en général, un taux de protection de 76%, ce qui est bien, et à l'égard des formes graves, au-delà de 90%, ce qui est très bien. Comment expliquez-vous que les jeunes aient plus d'effets secondaires? J'aimerais le savoir précisément. Il est probable que c'est lié à la capacité de leur système immunitaire de réagir plus fortement. Dans une réponse immunitaire, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est-à-dire que très rapidement, au bout de quelques minutes, à vrai dire, lorsqu'il y a la présence de substances étrangères, sont déclenchées la production de cytokines dites inflammatoires et d'interférons. Et il est très probable, qui est une réaction utile d'une manière générale dans le combat contre les infections et qui facilite secondairement la production des anticorps, etc. Et il est très probable que les jeunes ont un système immunitaire, plus précisément, plus efficace que les personnes moins jeunes et donc aient ces réactions plus fortes. Il y a probablement un autre élément d'explication qui intervient, même si à soi seul il ne suffit pas, c'est de penser que si on a déjà fait un Covid et qu'on a une vaccination et qu'on est jeune, donc si on cumule ces 2 points, on a plus de probabilité de faire une réaction forte. Donc ceci est en train d'être testé en analysant la situation d'un certain nombre de jeunes vaccinés. Donc c'est la conjonction des deux et peut-être la situation qui induit le plus de ce type de syndrome pseudo-grippeux. Si on a déjà eu la Covid et donc des anticorps anti-Covid, quel est l'intérêt de se faire vacciner? Ça permet d'avoir une immunité beaucoup plus durable et peut-être beaucoup plus intense, même si on ne sait pas encore tout sur le degré de protection apporté par le Covid. Et par ailleurs, ça permet aussi de renforcer l'immunité contre les variants. Pour le variant britannique, c'est probablement pas trop un problème. Pour le variant sud-africain, c'est mieux d'avoir eu un rappel avec un vaccin. Pouvez-vous nous donner l'efficacité, les effets indésirables du vaccin Johnson & Johnson? Alors, pour le vaccin Johnson & Johnson, l'industriel pense qu'une seule dose pourrait suffire. Et donc, ils ont un taux d'efficacité global de 72% et sur les formes graves qui aussi atteint les 80-90% comme les autres vaccins. Ils pensent que peut-être il n'y a pas besoin de faire une seconde dose, ça reste à voir.
parce que je ne vois pas pourquoi ce vaccin se comporterait différemment des autres vaccins adénovirus. Il y a une étude en cours, on aura les résultats d'ici un petit nombre de mois, où ils ont testé 2 doses à 56 jours d'intervalle, donc 56 jours c'est 8 semaines. Donc on verra, moi intuitivement, compte tenu de ce qu'on sait des autres vaccins, j'ai envie de penser que la seconde dose sera quand même utile. Mais globalement, donc c'est un bon vaccin, il est efficace, comme les autres. Ça serait surprenant puisque c'est pratiquement le même vaccin que l'AstraZeneca. Et les effets indésirables tels qu'ils ont été décrits dans les études cliniques sont habituels, c'est-à-dire un peu de réponse de fièvre, etc. au décours de la vaccination, enfin, comme c'est décrit avec les autres vaccins, et pour l'instant, pas d'autres éléments décrits dans les études cliniques. On verra en vraie vie, mais il n'y a pas de crainte a priori particulière à avoir. Un personnel soignant vacciné et cas contact doit-il être isolé impérativement? Quelle est la procédure? S'il est complètement vacciné, on peut se permettre d'alléger la surveillance de cas contact, à condition d'être complètement vacciné, avoir eu les 2 doses. En tous les cas, pour les vaccins Pfizer et Moderna, ça me paraît indispensable. En l'absence de vaccin AstraZeneca, peut-on vacciner avec du Pfizer le personnel soignant dans les Vosges? Oui, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une absence de vaccin AstraZeneca, à vrai dire. Les livraisons doivent se faire convenablement. Mais en priori, oui, bien sûr, les vaccins Pfizer sont bien aussi. Mais il n'y a pas de pénurie de vaccins AstraZeneca. Nous avons 38 résidents non vaccinés en EHPAD car ils avaient eu la Covid il y a moins de 3 mois. Maintenant, il est prévu 2 doses. 2 nouvelles campagnes de vaccination sont-elles prévues en EHPAD? Alors, il est prévu, oui, de retourner finalement le flux d'IA, le flux de livraison des vaccins en EHPAD va être maintenu parce qu'il a très bien marché et qu'il y a justement des circonstances comme celle-ci qui méritent qu'on retourne vacciner les personnes. C'est tout à fait clair, même si, je l'ai indiqué, on pourrait aussi envisager, mais c'est une question de pratique, de faisabilité locale, d'utiliser le vaccin AstraZeneca. Les patients avec pathologie psychiatrique peuvent être vaccinés en pharmacie, mais nous n'avons toujours pas de dose à l'hôpital, qui est pourtant un lieu très à risque. Qu'est-il prévu? En principe, alors, pas toutes les pathologies psychiatriques, les patients atteints de pathologies psychiatriques graves font partie des personnes prioritaires qui peuvent être vaccinés. Effectivement, pour les patients ambulatoires, plutôt en pharmacie, chez le médecin ou lundi en pharmacie. Pour ceux qui sont hospitalisés, par exemple, ils doivent pouvoir l'être à partir d'un centre proche ou même dans le centre hospitalier où ils sont hospitalisés. Pour maintenir la chaîne du froid, faut-il absolument un frigo médical pour la conservation des doses vaccinales? Je pense que c'est mieux d'avoir un contrôle de la température, d'être sûr qu'il n'y ait pas un gag à un moment donné. Il faut être rigoureux, je pense. Comment fait-on pour vacciner les nouveaux entrants en EHPAD pour leur primo-vaccination et à qui commande-t-on les vaccins comme il n'y a plus de flux poussé? Alors, comme je viens de le dire à l'instant, il y a quand même encore un peu de flux poussé, mais c'est sûr qu'il ne pourra pas aller partout dans tous les EHPAD. Ce flux poussé, flux d'IA, est réservé à des EHPAD en nombre plus limité où il y a eu peu de vaccination en raison de clusters, etc. etc. Et donc là, je pense que la meilleure réponse possible, c'est d'utiliser via le médecin qui est attaché à l'EHPAD et les vaccins AstraZeneca. Y a-t-il une contre-indication à AstraZeneca si antécédent de thrombose chez les sujets entre 50 et 67 ans? Pour l'instant, il n'y a pas de ce type d'information. Non, ce n'est pas considéré, même si il faut encore poursuivre l'analyse dans les jours et les semaines qui viennent des cas identifiés, mais dans la mesure où l'hypothèse qui prévaut, qui est raisonnable, c'est qu'il n'y a pas d'excès de cas par rapport à la population générale, il n'y a pas lieu de précaution particulière dans l'état des connaissances. Des collègues ont réussi à préparer 12 doses en utilisant un seul flacon. Oui. Faut-il utiliser les 2 doses supplémentaires? Il faut faire attention, être absolument sûr qu'il n'y a pas de mauvaise manipulation. Si on a réussi parfaitement, je sais qu'il y a un petit excès, il y a toujours un petit excès de volume. Enfin, c'est très délicat. 11, encore, mais la 12e, ça devient vraiment un exploit. Donc, il faut vraiment faire attention. Je veux dire, si on y est arrivé sans perte du tout
de volume, oui, mais il faut vraiment faire attention, donc je ne le recommande pas systématiquement. Je n'ai pas compris s'il fallait ou pas vacciner les femmes enceintes. Est-ce indiqué ou non? Pour l'instant, ce n'est pas indiqué, sauf cas particulier de femmes enceintes avec comorbidité. Mais ça pourrait changer. On verra. Pourrions-nous avoir des doses de vaccin Pfizer en Moselle pour vacciner dans les pharmacies? Mais j'ai expliqué tout à l'heure, c'est compliqué parce que le vaccin Pfizer, il faut organiser les choses. C'est pas absolument impossible, mais chaque chose en son temps, je pense. Une fois décongelé, ce vaccin est stable que 5 jours. Il y a le temps du transport qui d'ailleurs lui-même est limité au maximum à 12 heures. Donc il faut vraiment, c'est une logistique très 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 serrée. C'est pas que c'est impossible, mais enfin, je pense qu'il faut faire les choses progressivement et donc je dirais plutôt non, et même si je comprends que ce soit une contrainte évidemment pour les Mosellans, mais qu'ils reçoivent les vaccins pour l'instant en centre. Est-ce que les vétérinaires sont considérés comme professionnels de santé et peuvent donc être vaccinés? Vaccinateur, je pense. Ah, vacciné, pardon, oui. Pas vaccinateur. Vacciné. Pas strictement, non. Non, pas professionnel de santé. Doit-on faire des sérologies après les vaccinations et au bout de combien de temps? Non, ça sert strictement à rien. En plus, c'est un piège parce qu'il y a plusieurs tests qui dosent des anticorps contre la nucléocapside qui n'est pas contenu dans les vaccins. Alors moi, j'ai eu plusieurs appels en me disant j'ai dosé mes anticorps et mes anticorps ne se sont pas élevés après le vaccin. Qu'est-ce qui se passe? L'explication était qu'on avait dosé les anticorps contre la protéine qui n'est pas contenue dans le vaccin. Donc déjà, ça, c'est un piège qu'il faut connaître. Et deuxièmement, ça sert à rien. On n'a même pas là, d'ailleurs, de démonstration formelle que le type d'anticorps et quel titre d'anticorps corrèle avec l'efficacité. Donc, il ne faut pas faire ce type d'examen ni avant ni après. Les patients asthmatiques de moins de 50 ans sont-ils des personnes à risque? Et si oui, quand pourront-ils se faire vacciner? Alors, il y a asthmatique et asthmatique. Heureusement, la grande majorité des sujets asthmatiques ont des asthmes peu sévères. Pour les personnes avec des asthmes très sévères, je pense que ça peut même déjà aujourd'hui, en fonction de l'avis du médecin, il peut y avoir une indication. Après, pardon. Pour les autres personnes, cela viendra progressivement. C'est difficile de donner une date précise aujourd'hui, mais sans doute courant du mois d'avril. On va prendre 2 dernières questions et les questions auxquelles on n'a pas répondu, on répondra par écrit car on doit se connecter à une autre visio. Je suis vaccinée avec 2 doses de Moderna puisque vivant en Moselle et je dois me rendre en Allemagne pour conduire mon enfant à l'école. Pourquoi réaliser des RT-PCR toutes les 48 heures? Ça, il faut demander aux Allemands. C'est les Allemands qui ont imposé cette règle pour toute personne franchissant la frontière. Je suis d'accord que vous êtes bien protégés, mais malheureusement, il faudrait arriver à en discuter et faire comprendre aux autorités allemandes que dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire. Alors, je me permets d'insister. Quelle sera la population ciblée par le vaccin Moderna qui arrivera en pharmacie dans les prochains mois? Ce sont les personnes qui pourront être vaccinées en pharmacie. Et là, il n'y a pas de restriction particulière. Donc pour l'instant, plus de 50 ans avec comorbidité. Et demain, personnes âgées de 65 ans sont sans comorbidité, par exemple. Très bien. Bon. Ce que je vous propose, c'est qu'il reste encore un grand nombre de questions. Certaines, le professeur y a d'ores et déjà répondu, donc on vous fera une réponse écrite, si ça vous convient. J'espère. Il me reste du coup à vous remercier, professeur Fischer, pour cette intervention et la réponse aux nombreuses questions qu'ont posées les professionnels de santé du territoire Grand Est. L'essentiel, effectivement, a été dit. Les autres réponses seront apportées par écrit. Merci beaucoup, en tout cas, du temps que vous avez pu nous consacrer. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.